Bon, j'espère que je vais pouvoir, avoir la rediffusion. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier, bonsoir Aurélie. Alors ce soir, on va parler un peu de création de contenu et cetera. Donc je hop, laissez-moi une petite seconde, histoire de vérifier qu'on est bon partout et on y va. Tac. Bonsoir à ceux aussi dont c'est la première fois au cercle. Vous êtes au bon endroit. Salut Mathis, salut Nat, Olivier. Hop, hop, hop. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? Alors, pour commencer l'année, je voulais vous proposer au cercle quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Pour les habitués, vous le savez, la plupart du temps ici on parle de sujets de fond. Salut vie de philosophie ou de lecture, de livres, de techniques de lecture. Et vous avez été un certain nombre l'année dernière à me poser des questions sur la création de contenu parce que vous êtes de plus en plus à vous lancer dans cette drôle d'aventure. Peu importe les médiums d'ailleurs, hein, on aura le temps de parler de beaucoup de choses ce soir. Salut Lucas, bienvenue. Je sais que c'est ta première soirée au cercle. Voilà, donc vous avez été beaucoup à me poser des questions et je me suis dit pourquoi pas au final en faire une soirée, peut-être même deux, parce que je me suis rendu compte en la préparant ce soir qu'il y avait beaucoup de choses. Oula, je vais pas casser quelque chose. Il y avait beaucoup de choses dont j'aurais pas forcément le temps de vous parler. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Patreon. Donc comment est-ce que ça va se passer? Je vous ai prévu une petite présentation qui va durer, je pense, 15-20 minutes. Vous me connaissez, peut-être qu'on débordera un petit peu. J'espère que vous n'en voudrez pas trop. Et ensuite, j'ai noté les questions que vous m'avez posées sur Patreon qui sont super intéressantes. On a beaucoup de choses à aborder, aussi bien de l'outil fonctionnel que de ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de pensée autour de la création de contenu sur Internet. Qu'est-ce que c'est de créer sur Internet aujourd'hui? Comment on fait? Comment on gère les dissonances issues de ce type de pratique? C'est toutes ces choses dont j'aimerais qu'on puisse parler ensemble ce soir. Donc une fois que je vous aurai présenté le petit texte, eh bien j'espère que je pourrai répondre aux questions que vous m'avez posées avec précision. Et si vous en avez qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou directement sur un bout de papier, parce que vous savez, des fois on est dans le flow de la conversation et vous y pensez et vous dites ouais, je m'en rappelais à la fin, et en fait à la fin elles sont plus là. Donc voilà, n'hésitez pas à les marquer dans le chat. Moi j'y répondrai pas nécessairement immédiatement, j'y répondrai à la fin. N'hésitez pas. Ma présentation sera un peu, je dirais, assez générale, parce que je pense que c'est important de vous présenter le cadre, et après on ira sur du technique, du détail. Ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment l'expérience des choses que j'ai appris ces 2 ou 3 dernières années en créant sur Internet et en faisant l'essentiel, je vais dire l'essentiel, mais toute mon activité en fait, parce que j'ai la chance aujourd'hui de faire que ça, et c'est absolument passionnant. Et donc j'ai essayé de vous résumer tout ce que ça m'a appris sur moi, sur la création, sur les limites de la création, sur les difficultés, etc., etc. Voilà, alors sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir y aller, sauf si vous avez des questions préliminaires, mais on aura le temps ce soir d'y répondre, je pense. Alors, sans plus attendre. Vivre de son art sans vendre son âme, puisque c'est comme ça que j'ai intitulé la petite présentation de ce soir. Alors je sais que vous êtes beaucoup à vous intéresser à la meilleure manière de mêler votre pratique artistique et numérique, que ce soit autour du partage de vos œuvres, de vos textes, de vos musiques pour certains, et vous avez été un certain nombre à me poser des questions autour de ces thèmes, et j'ai donc décidé de vous parler un peu de ce que c'est que créer sur Internet aujourd'hui et tout ce que ça implique. Alors ce soir, j'aimerais vous donner quelques clés que j'ai découvertes le long du chemin, vous donner aussi un peu de vision, peut-être de courage et d'envie, parce que je sais à quel point ce type d'environnement n'est pas facile de prime abord. Parce que je sais à quel point Internet peut être abrupt et parfois un peu démoralisant, il faut le dire, quand on se lance. On a un peu parfois l'impression de tout faire à l'envers. On ne comprend pas pourquoi les choses dans lesquelles on met autant de nous, autant d'énergie, n'ont pas l'air de beaucoup prendre, et c'est donc très facile de se démoraliser. Donc cette soirée réflexion me permettra de vous donner à la fois des conseils concrets sur les outils et aussi quelques pistes de fond sur la meilleure manière, selon moi, de gérer le partage de votre pratique artistique sans pour autant vous perdre dans ce qu'on pourrait appeler la fosse numérique. Vous allez voir que cette expression va revenir plusieurs fois. Alors, d'emblée, l'objectif, c'est pas de vous former. Je suis pas là pour faire le formateur du vide. Il y en a suffisamment sur les réseaux. Vous pourrez trouver votre bonheur en quelques clics. Mais vous assurez que, 1, c'est tout à fait possible de partager ses créations sur Internet sans se corrompre en tant qu'humain. Que 2, construire une audience, c'est pas la montagne qu'on vous présente aujourd'hui. C'est pas le chemin de croix qui nécessite que vous fassiez, pour le coup, une croix sur votre vie personnelle. Et troisièmement,
pour celles et ceux dont ça pourrait être l'objectif, que dégager un complément de revenu à partir de ces créations est un parcours long, je ne vais pas vous mentir, très difficile, mais au cours duquel on apprend beaucoup sur soi et qui peut être autre chose qu'une forme juste de mercantilisation de soi, on va dire de petite envergure. Mais surtout, 4, que les outils algorithmiques et les médias sociaux, les réseaux sociaux, ce ne sont pas vos ennemis et qu'il existe de nombreuses manières de les mettre à votre service sans pour autant vous y perdre. Ça, c'est un peu les 4 points que j'aimerais éclaircir avec vous ce soir pour les apprentis créateurs, ceux qui créent déjà sur Internet, ceux qui partagent leur art, ceux qui essaient de le faire ou ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Voilà. Tout ça, c'est ce que j'ai appelé Retourner l'arme, qui est aussi d'ailleurs le nom d'un des chapitres de mon prochain bouquin dont je vous parlerai peut-être un peu en fin de présentation. Mais avant de commencer, je trouvais ça intéressant de vous brosser un peu mon parcours vis-à-vis de la création de contenu en quelques minutes, histoire de savoir peut-être pour les nouveaux d'où je parle. J'ai donc décidé de vous raconter comment cette histoire a commencé pour moi et en fait de vous disséminer sur le chemin les conseils que j'ai appris au fur et à mesure, plutôt que vous faire un PowerPoint, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Parce que toutes les choses dont je vais vous parler ce soir, qu'on se mette bien d'accord ensemble, j'en avais aucune idée il y a à peine 2 ans. Je suis pas omniscient, j'ai appris les choses comme on apprend les choses comme on est un être humain, c'est-à-dire en découvrant, en me ratant, parfois lamentablement. Et ce que je vais vous dire ce soir sera peut-être une manière, j'espère pour vous, d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs que j'ai malheureusement fait. Voilà, mais je précise quand même que la meilleure façon d'apprendre des choses dans ce type de parcours, c'est d'essayer, et vous allez voir que là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc voilà, moi j'ai commencé YouTube il y a 2 ans. Avant ça, j'avais pas publié un seul contenu véritable sur Internet. Je n'ai pas de carrière, d'ex-carrière de youtubeur à mon actif. À l'époque, quand je commence cette chaîne YouTube qui est le dolmen, qui est l'essentiel de mon activité aujourd'hui, il y a Instagram à côté dont on va parler bien sûr, mais l'essentiel c'est quand même sur YouTube. À l'époque où je lance les premières vidéos, je suis encore à l'université et je m'ennuie pas mal. Ce qui fait que sur mon temps libre, j'écris beaucoup, je lis énormément de choses, assez loin en vérité de mon parcours universitaire classique. Résultat, je me retrouve avec beaucoup d'idées bouillonnantes, de réflexions qui n'intéressent que moi à l'époque, et je sais pas trop quoi en faire, pour tout vous dire. Ce qui fait que de là, je me mets à enregistrer quelques bouts de choses, bribes de choses avec le micro de mon téléphone, à en sortir 1 ou 2, puis 3, puis 4 vidéos sur YouTube. J'avais quelques bases en montage parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal traîné sur Internet, ce qui fait que je m'étais amusé à essayer des choses avec After Effects, tout ça, mais c'était très liminal, je vais pas vous mentir. Donc j'apprends au fur et à mesure du chemin, et sans surprise, ces vidéos sont vues par mon meilleur ami et ma mère, et à l'époque ça me va très bien. Parce que simplement l'audience c'est pas quelque chose ni qui m'intéresse ni j'ai pas cette idée en fait en tête de me dire quelqu'un pourrait tomber là-dessus, ce qui est un peu bête, mais vous allez voir que ça a sa part de responsabilité. Et ça, c'est là qu'arrive mon premier point et le premier conseil que je vous donnerai ce soir. À mon sens, on ne décide pas de créer du contenu comme on déciderait de se lancer dans une entreprise. J'ai pas décidé de monter le dolmen. Je me suis jamais assis en tailleur face à mon miroir en me disant il faut lancer un projet. Ce serait mentir que de vous présenter la chose comme ça. Il s'est imposé à moi comme suite logique de ma passion pour la philosophie, la littérature, la lecture et l'écriture, et je crois pas à l'instant que l'on puisse décider de monter ce type de projet. Ça vous prend, c'est plus fort que vous, c'est une forme de besoin insatiable de partager avec le plus grand nombre ce qui peut être bout à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez bien sûr décider de vous lancer par exemple sur YouTube. Mais si dès le début, quand vous avez cette idée qui germe en vous, si dès le début il y a une forme de conflit, quelque chose qui vous repousse d'une certaine manière là-dedans, c'est que c'est certainement pas le bon moment. Et que vous seriez peut-être mieux avisé de remettre ça à plus tard. C'est ce que je voulais vous dire. Merci Valentin pour tes vœux, pareillement. Parce que la création sur Internet vous demandera, comme n'importe quel autre projet, en fait, de la passion. Et c'est souvent ce qu'on oublie. Quand on parle de la création de contenu, on se met directement à penser à l'aspect technique. Et on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais la première chose qu'il vous faudra, c'est de la passion. Parce que prendre 5 ou 10 heures de son temps chaque semaine pour créer une vidéo qui sera vue au début que par quelques personnes de votre entourage, et ce sera déjà très bien, ça, si on n'a pas de passion, on va tenir ça quoi, allez, 3 semaines. Puis après, va se passer ce qui va se passer. Donc, à l'époque, et toujours aujourd'hui, j'avais des choses au fond de moi qui demandaient à être vues.
Et ça, je pense que c'est vraiment un point central quand vous vous lancez dans un projet de création de contenu sur Internet. La première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai des choses au fond de moi qui méritent suffisamment, que j'estime suffisamment pour les partager en espérant qu'elles soient vues? Parce que c'est l'énergie première, en fait. Pour écrire cette conférence, je me suis assis et je me suis dit, mais c'est quoi le truc qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, mais bah, fais des vidéos? Bah, c'est ça, en fait. C'est de me dire, bah, j'ai des choses à dire. Et ça, il faut avoir un peu confiance en soi. Donc je vous renvoie sur ces notions sur lesquelles on a déjà pas mal parlé au cercle. La première énergie qui doit vous animer doit être, mais ça, c'est tellement important, beau, fondamental, nouveau, qu'il faut que j'en parle, que je le montre, que je le crée, peu importe votre médium. Ce que je vous dis là, ça marche, que vous soyez, à mon avis, artiste peintre, apprenti écrivain, musicien, toutes ces choses, c'est une énergie qui est très importante parce que l'énergie de la création et l'énergie du partage, c'est deux énergies très différentes. Parce que l'équation de la création de contenu, c'est d'un côté, vous avez la peur du ridicule, de pas plaire, faut le dire, hein, de la critique, ou simplement de simplement pas être vu, le désagréable en fait de l'outil, on pourrait dire, et de l'autre, qu'est-ce qu'il y a pour contrebalancer tout ce, on va dire un peu ce miasme et ce bruit ambiant, bah vous avez votre passion. Autant dire qu'elle pèse pas lourd dans l'équation, et que si vous l'alimentez pas, bah ça va pas marcher. Votre passion, c'est tout ce qui vous fera tenir sur le long terme. L'entretenir et la ménager, c'est absolument primordial. Votre passion, c'est votre plaisir à la tâche, c'est la poésie du processus, pardon. Sinon, si vous l'entretenez pas, bah, la passion s'éteint, la tâche devient mécanique, et qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Alors soit on devient mauvais, soit si on est un peu plus malin, bah, on arrête ce qu'on fait. La passion, ça doit être votre étoile du berger dans ce processus. Parce que ça nous demande tellement de travail, et au début, et dans la majorité des cas, avec un autre travail à côté, que s'il n'y a pas de passion, eh ben, passer le vent du début, on lâche. Et c'est exactement ce que j'ai fait, et je ne vais pas vous mentir là-dessus. Quand j'ai lancé le dolmen, j'ai publié 5-6 vidéos, puis j'ai lâché pendant 6 mois. C'est pour ça que si vous vous amusez à remonter, si vous avez que ça à faire un dimanche, dans les anciennes vidéos qui sont très différentes de ce que je fais maintenant, bah vous verrez qu'il y a 6 mois presque d'arrêt. Et bah, j'ai juste arrêté, parce que j'étais arrivé au bout de la passion du moment. Et je pense que c'est important de savoir s'arrêter quand on se met à créer de manière mécanique. Et c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je me suis donc replongé entièrement dans mes études. Et là, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est qu'en fait, j'ai arrêté sans arrêter. C'est-à-dire que oui, je faisais plus de vidéos YouTube, mais concrètement, sur le reste, rien n'a bougé. J'ai continué à écrire, à lire, à écrire mes petits textes dans mon coin, ce qui m'amène à mon deuxième conseil, qui me paraît être très important, ne faites pas semblant. L'erreur que font beaucoup, en fait, c'est de se lancer dans la création de contenu. Quand je dis création de contenu, c'est créer sur Internet, c'est partager sur Internet au sens large, peu importe votre médium. Donc l'erreur que font beaucoup, c'est de se lancer là-dedans, mais dans un domaine qui ne fait pas entièrement déjà partie de leur quotidien. En fait, ils vont se passionner pour un sujet en se disant « Ah mais moi, j'aimerais bien me voir créateur de contenu sur de la psychologie. » Alors que, ils n'ont jamais ouvert un bouquin de psycho, où ils ont lu les 10 premières pages de Jung dans leur vie, ou alors « Ah, j'aimerais bien devenir créateur de contenu et faire des petites vidéos de piano. » Alors qu'en vérité, ils passent 10 minutes par semaine à leur piano. Bah déjà, c'est partir, je pense, avec un énorme malus en fait dans le sac à dos. Parce qu'ils se passionnent pour un sujet en vue de le partager. Et ils s'étonnent de ne pas avancer. La création de contenu demande beaucoup de temps. Par exemple sur YouTube, pour vous donner un peu de concret, pour espérer voir une chaîne grandir, c'est aux alentours de 2 grosses belles vidéos par mois. Sans parler du reste. Autrement dit, si vous vous mentez à vous-même, bah vous tiendrez pas. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si le dolmen n'existait pas, moi je passerais quand même mon temps à faire exactement ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire lire, écrire, peu importe, je pense que les choses ne changeraient pas beaucoup, peut-être même que j'aurais plus de temps pour le faire. Donc autant vous dire que les deux en fait ne sont pas prédateurs l'un de l'autre. Donc il ne s'agit pas de se lancer dans quelque chose d'absolument nouveau pour le partager au monde, mais d'étendre une partie de vous qui existe déjà et qui de toute façon sera là. C'est comme ça que les choses fonctionnent bien. On ne devient pas peintre, écrivain, poète pour les caméras. De la même manière, on ne devient pas écrivain pour Internet. Ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera pas de toute façon. Faites ce que vous feriez dans tous les cas, mais partagez-le. C'est comme ça que je suis revenu au dolmen à passer ce moment d'errance, par passion en fait. Parce que je me suis dit, mais bah non, en fait, de toute façon, je le fais, donc autant que je le partage. Et je pense que c'est une bonne phrase, c'est simple, hein, mais de toute façon, c'est des petites phrases comme ça qui font des petits déclics. Et c'est pas pour autant que les choses se sont mises à fonctionner directement. Là-dessus, je vais pas vous mentir, et ce sera mon troisième conseil.
il faut que vous traversiez votre désert parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de le traverser. Lorsque vous commencez à créer du contenu sur Internet, vous y mettez tout votre être. Et je sais à quel point on est appliqué et on tient à ce que les choses soient belles. Parce que, et on en parlera après, c'est un reflet de votre image, mine de rien, que vous exposez au monde entier. Donc, on y met beaucoup de nous-mêmes. Et sauf exception, rien ne se passe. Absolument rien. Et c'est normal. Vous serez seul et sans écho au minimum quelques mois, peut-être même quelques années. Et il y a des raisons objectives à ça. La première raison, c'est que vous n'êtes pas encore assez juste, assez bon dans ce que vous faites, pas dans votre art. Et c'est là qu'il faut bien faire la distinction. Si vous n'avez pas d'écho, c'est pas parce que votre art n'est pas bon, c'est pas parce que vous peignez mal, c'est pas parce que vous êtes mauvais dans votre écriture ou dans votre pratique musicale, c'est que vous êtes encore mauvais dans l'art du partage, dans l'art de la présentation à autrui. Et ça, c'est très différent. C'est pour ça que quand vous avez été beaucoup sur le Discord à parler de ce que ça vous faisait un peu au ventre, ce truc de passer du temps sur une création, peu importe le type de création, et de voir qu'en face, il n'y a pas d'écho. Mais c'est normal, et ça ne devrait pas entacher votre pratique artistique. Il faut faire la différence entre le partage et la pratique artistique. Et la deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas encore assez signalé d'un point de vue algorithmique. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand on discute avec des créateurs de contenu ou des gens qui essaient de partager des choses sur Internet, la première interrogation et un peu le point le plus brûlant, c'est comment est-ce que je fais pour être plus regardé ? Comment est-ce que je fais pour augmenter ma visibilité ? Mais si on décentre un petit peu d'Internet et de la bulle, est-ce qu'on peut imaginer un poète se soucier par exemple de la vente de ses recueils, ou un violoniste du nombre de places vendues pour son concert, ou un écrivain qui aurait les yeux, alors il y en a, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui aurait les yeux rivés sur les courbes de vente de son livre. Ça existe, mais force est de constater que si la première énergie qui vous anime c'est ça, peut-être que c'est juste pas fait pour vous en fait. Si je me trompe pas, les premiers recueils qu'on publie, on le fait avec le cœur avant tout. On le fait parce que ça doit être là. La création de contenu, c'est probablement la même chose. Donc, désolidarisez-vous des chiffres. Ce qui doit vous obséder, c'est de maintenir le feu de votre passion et de vous améliorer sur la forme par petites touches à chaque création. Pas, et je maintiens, pas la forme de votre création, de votre art, mais la manière de le partager. Parce que ça, c'est une science, et là-dessus, quand on commence, on est très mauvais. Et moi le premier, vous allez voir mes vidéos YouTube au début, j'étais nul, je savais rien, je maîtrisais rien. J'ai appris en faisant des itérations petit à petit. Prenez ça comme de l'entraînement, vous êtes en répétition, testez, osez, recommencez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous itérez dans le partage numérique 10, 20 ou 50 fois en vous améliorant doucement à chaque fois, il y a des choses qui vont se passer en fait. Sur la durée, vous allez devenir bon. Donc il y a deux manières de traverser son désert créatif, cet endroit où personne ne regarde ce qu'on fait. Soit on prend ça pour un chemin de croix, christique, on se flagelle, on espère la rédemption, l'arrivée magique du public. Soit on avance sans se soucier des yeux du monde, on savoure simplement la chance de pouvoir partager au monde entier ses créations, et on arrive à y trouver tout son plaisir. Je connais des gens qui ont essayé le premier, ça n'a pas fonctionné. Je connais des gens qui ont essayé le deuxième, ça n'a pas fonctionné. C'est pas une formule magique, mais quitte à être dans un désert, quitte à ce que peu de monde, puisqu'il faut bien le dire, reçoivent les échos que vous transmettez, essayez d'y trouver au moins une forme de plaisir personnel. Alors je vous dis pas de produire pour produire, mais de créer par passion, en aimant amoureusement chacune de vos productions. Arrivez à vous gratifier vous-même, sentez-vous progresser le long du chemin. Le désert, c'est le moment où vous vous créez d'une certaine manière, où personne ne verra vos créations. C'est un moment qu'il faut succuler, parce que c'est là que les choses importantes se passent. Parce que quand on commence, on est mauvais. Et c'est normal, on est vraiment mauvais. Partager son art, c'est apprendre à partager en plus de créer. C'est apprendre à rendre ses créations pour soi présentables au monde entier. Et ça s'apprend. Parce qu'il y a un monde, par exemple, entre écrire des bons textes, savoir lire des textes, les mettre en image et les partager. C'est pas la même chose. Pour des gens qui feraient, par exemple, de l'art pictural, il y a un monde entre être un artiste plasticien très doué et le fait de savoir comment trouver la justesse de partage de ses créations. Par exemple, dans des formats, ou etc. Comment trouver la justesse. Et c'est ce dont on va parler après. Donc voilà, en résumé, ne cherchez pas la validation pour votre travail dans les vues, dans les likes ou dans les commentaires, mais dans votre sourire satisfait une fois le projet terminé. Et ça, je sais que ça paraît un peu facile de le dire dans ma position, parce que vous pouvez vous dire, bah oui, t'es bien mignon, mais quand on a une audience, c'est facile de dire ça, mais au début, c'est pas aussi facile. Je vais vous dire, en fait,
oui, je trouve un plaisir dans le fait d'avoir des retours sur ce que je peux créer sur internet. Je vais pas vous mentir, c'est très gratifiant, ça fait du bien à l'ego, c'est agréable, tout ça, tout ça. Mais le fait est qu'en fait, j'ai appris avec les mois que si j'étais pas capable d'abord de me donner ma propre satisfaction et mon propre amour sur les choses que je passe du temps à faire, bah, en fait, j'étais dépendant des gens qui regardent ce que je fais. Parce que des fois, vous allez faire des choses, vous en serez très content et le monde va pas les aimer. Et un jour, vous allez faire quelque chose que vous trouvez moyen et le monde va les adorer. Donc si vous êtes dépendant du regard des autres, au-delà de votre propre gratitude sur les choses que vous créez, bah en fait, vous serez balayé. Et vous ferez ce que les gens veulent implicitement que vous fassiez. Et ça, je pense que c'est pas une bonne solution. Donc vraiment, développez la gratitude sur vos propres créations indépendamment des yeux du monde. Voilà, alors je vous laisse un peu respirer et on va passer au conseil numéro 4. Voilà, donc je vous disais, il faut vraiment que vous sachiez quand les choses sont bonnes et que vous apportiez votre propre gratitude. Conseil numéro 4, démystifier l'algorithme. Ça, c'est un gros morceau. Alors je vais boire une petite gorgée de thé froid et on y va. Tout est bon pour vous, le son est bon, le rythme on est bon. Je vous laisse respirer une seconde. On est bon, excellent. Merci, c'est parti. Alors, démystifier l'algorithme. Ce monstre algorithmique, dont cette fois on va parler pas de philosophie ici, je vous rassure, on va vraiment parler de la matière. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Vous savez, l'algorithme, c'est un peu comme l'époque. On adore tout lui mettre sur le dos, surtout quand on commence à créer du contenu ou quand on se retient d'en créer. On dit « Ah, mais les méchants algorithmes, etc. » Quand on parle de création de contenu, il faut 1. Le démystifier et 2. Le dompter. Quand je dis le démystifier, ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, il n'est pas contre vous. L'algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une boîte noire dont on ne connaît pas les règles, qui vise simplement à maximiser le temps de consommation d'humains, de contenu, sur une plateforme. Voilà ce que c'est un algorithme, ni plus ni moins que ça. Plus que vous créez est captateur pour l'algorithme, plus l'algorithme vous aime bien, avec des guillemets. Dit comme ça, c'est vrai que ça donne pas très envie, et je suis assez d'accord avec vous. Mais il y a une autre manière de voir les choses, qui est la mienne depuis quelques mois, et dans laquelle je me retrouve beaucoup plus. En fait, vous ne parlez pas à un robot quand vous créez du contenu. Ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre, mais vous parlez avec des humains, en fait. L'algorithme sert l'attention et l'intérêt humain. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de jouer sur le vulgaire, sur la surprise, sur la rapidité, sur le coloré ou sur le scandale. Ce sur quoi jouent 99% des créateurs aujourd'hui sur Internet. Je pense qu'il faut bien se rendre compte de ça. Il vous reste tous les autres sentiments, beaucoup plus intéressants à mon avis, la curiosité, le mystère, le beau, l'extase, toutes ces choses qui fonctionnent très bien en fait. Et elles savent satisfaire l'espèce de boîte noire algorithmique à côté de nous. Parce qu'elle résonne chez l'humain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais que vous oubliez. Créer du contenu, ça veut pas forcément dire aller flatter les parts les moins enviables que l'algorithme. C'est pas parce que vous êtes entouré de contenu qui joue sur des choses un peu nauséabondes que vous êtes obligé de faire pareil. Vous n'êtes pas obligé de mettre à nu et de ridiculiser l'esprit humain pour que vos créations soient vues. Je vais prendre mon exemple. Si vous regardez mes vidéos YouTube, la manière dont elles sont présentées, je mets pas des grosses flèches rouges ou des titres absolument borderline. Et je suis pas le seul à avoir fait ce choix. On est beaucoup. Je pourrais citer par exemple Le Précepteur, mais bien d'autres en réalité, dont un certain nombre de créateurs que vous connaissez certainement et que je connais pas. Mais il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont fait le choix de ne pas aller jouer sur la grossièreté pour aller ameuter un peu l'esprit, les parts les plus sombres de l'esprit humain. Donc ce qu'on cherche quand on fait ça, quand on joue pas sur le vulgaire, c'est la justesse et le sentiment. Alors oui, ça demande beaucoup plus de travail. Je pense que ça, on pourra en parler si vous voulez après dans la partie questions-réponses, mais les gens sous-estiment généralement le temps que passe un créateur, par exemple sur YouTube, à faire sa miniature. La miniature, le choix des mots, et on va en parler un peu après, c'est très important. Non pas parce que on est juste en train de faire du marketing ou d'essayer d'entrer dans le cerveau des gens, mais parce que, de mon point de vue à moi, on essaie en fait de transmettre l'essence de ce qui suit. Et pour peu qu'on ait vraiment passé beaucoup de temps à essayer de créer quelque chose qui nous plaise, on a envie que ce que le monde en verra de prime abord soit à la hauteur du contenu. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Quelque chose que j'ai compris, c'est que créer une bonne vidéo, c'est comme écrire un bon livre. Il faut que le titre, c'est-à-dire dans le cas d'une vidéo, la miniature, raconte une histoire, envoie une énergie. Il faut que cette énergie se retrouve dans la vidéo. Pensez par exemple, ça c'est un exercice qui est fascinant. Pensez à tous vos livres favoris. Je parie que leur titre ferait d'incroyables titres de vidéos YouTube. L'insoutenable légèreté de l'être.
Les Misérables, Crépuscule des idoles, La promesse de l'aube, Voyage au bout de la nuit. Est-ce que tout ça, c'est pas des titres de vidéos fascinants quand on y réfléchit bien? En fait, c'est comme ça que vous devez choisir les. Là, c'est un exemple pour YouTube. On parlera après un peu des autres réseaux, etc., etc. Mais en ce qui concerne YouTube, moi, c'est comme ça que je fais. Les titres de mes vidéos, généralement, quand je les aime, c'est que ça pourrait être des titres de livres. Parce que là-dessus, on n'a rien inventé et que c'est toujours la même chose. Tous ces titres envoient une symbolique, remuent quelque chose en nous. Ils font bouillir quelque chose. Parce que lorsque vous créez des vidéos YouTube, par exemple, c'est la même chose. Il faut être capable, en fait, d'entourer votre création d'une aura. Et pas juste faire semblant, mais concrètement écrire toute la vidéo autour de cette aura particulière. C'est un film, en fait, qu'il faut faire. Quand vous faites de la création de contenu et que vous êtes artiste, on vous demande de faire des films et pas un podcast ou une vidéo. On vous demande vraiment d'arriver à ce niveau de maîtrise on va dire, de prolifération du sentiment. Créer du contenu, ça veut rien dire. C'est la création sentimentale et la transmission sentimentale qu'il faut maîtriser. Comme n'importe quel art, au final. Et il n'y a rien à mon avis, de dégoûtant là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau, d'une certaine manière, si ce n'est la juste transmission d'une émotion complexe, comme un film? C'est exactement la même chose. Alors, on a changé les mots, mais le secret reste toujours le même. Faire ressentir avec sa voix, avec ses mots, avec des pigments ou avec de la musique. Tout ça, c'est une histoire de sentiment. Oubliez l'algorithme. Pensez à l'esprit humain et à sa soif de mystère. Ce qui fait qu'un projet fonctionne, c'est la cohérence de son énergie, de son titre à ses musiques, à l'intensité que vous y mettez. Si vos créations ne sont pas vues, c'est pas que l'algorithme vous aime pas, mais c'est que vous avez encore des choses à perfectionner. Et je sais que ça peut faire mal à l'ego. Mais cet ego-là, cet ego un peu de premier plan, faut réussir à le faire taire. Moi, le premier, des fois, vous voyez, je fais des choses dont je suis très fier, et ça se passe pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Ça arrive. C'est pas grave. En fait, comme je vous disais avant, si vous êtes capable de vous auto-alimenter en amour, tout ira bien, en fait. Vous vous direz juste, bon, c'est pas grave, pour une ou d'autres raisons, j'ai pas touché juste dans le monde. Mais est-ce que moi, avec moi, j'ai touché juste? Bah oui, alors ça va, je suis content. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les exigences des formats, des codes, des plateformes. Votre seul maître, c'est la justesse dans l'émotion. Tout le reste est un peu accessoire en vérité. Ce qu'il vous faut, c'est trouver la place qui est la vôtre, celle où vous êtes juste, bon et vous-même, et à partir de là, tailler doucement votre compétence à partager avec le monde vos choses. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, et ce sera mon point suivant, on arrive sur la fin doucement, c'est que créer sur Internet, c'est avant tout former sa propre tribu et trouver ses compagnons. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre dès le début et savoir formaliser dès le début, mais c'est vraiment ce qui change tout, mais vraiment tout. Quand vous commencez sur une plateforme, en fait, l'algorithme ne sait pas qui vous êtes. Ce que vous créez, il comprend rien à ce qui se passe. Il est incapable de vous situer dans l'espèce de grande bulle et de tous les réseaux algorithmiques qui bouent en même temps. Il ne sait pas qui vous êtes et ce que vous faites. Plus vous créez, plus vous faites en sorte de rendre précis votre message et compréhensible votre message pour l'algorithme, qui, encore une fois, n'est qu'une machine à mettre une certaine chose devant une certaine personne. C'est ni plus ni moins que ça. Votre but, ce n'est pas de parler au monde entier, mais de parler à des comme vous. Je mets des grosses guillemets là-dessus, mais pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui résonnent avec votre propre sensibilité artistique. Et là-dessus, en fait, vous les connaissez presque déjà, parce que généralement, oui, l'algo, c'est ni plus ni moins qu'une belle appli de rencontre quand on est artiste, pour artistes qui se cherchent, en fait. Parce que les choses que vous consommez, que vous le vouliez ou non, ils sont un peu comme vous. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je pense vraiment que la première métrique, c'est est-ce que vous regarderiez votre création? Apprenez à vous séduire vous-même. Trouvez-vous vraiment bon et faites en sorte d'être à chaque fois un peu plus juste, plus créatif et surtout plus audacieux. C'est vraiment le mot central. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde pour que ça fonctionne pour vous. Ça, c'est faux. En fait, ça ne marchera pas. Parce que pour revenir sur les formats, les codes, les trends et toutes ces choses qu'on voit peut-être un peu moins sur YouTube, mais beaucoup sur Instagram, en fait, si elles servent votre propos, à la limite, pourquoi pas? Vous pouvez les utiliser. Enfin, moi, le premier, je peux être accusé d'avoir suivi quelques trends, oh mon Dieu, et comment on pourrait dire ça? Je plaide coupable, pardon, je plaide coupable, évidemment. Mais pourquoi pas? Mais vous ne devez pas vous enfermer dans ce type de format. Parce que sur YouTube, on est nombreux à avoir pris, je vous le disais, des chemins très différents. Et sur Instagram, pareil, osez des choses. Reprenez ce qui marche quand vous avez envie de le faire, mais vous ne forcez pas à le faire. Parce que
Imaginons par exemple, vous repreniez un type de format sur Instagram pour faire des petits réels artistiques ou que sais-je. On est vraiment tenté de le faire quand on est artiste, hein. On se dit oui, ça, vous voyez des choses qui marchent très bien, vous dites mais je pourrais faire ça, mais en même temps il y a quelque chose au fond de vous qui se dit bah non, parce que c'est pas vraiment moi, est-ce que je m'ampute pas un peu en faisant ça? Bah, je vais vous dire, le faites pas en fait. S'il y a une tension au fond de vous, le faites pas. Parce qu'il y a une chance, ça c'est que ça peut marcher, très bien marcher, et en fait vous serez déçu si ça marche. Parce que vous pouvez monter, moi je connais des artistes par exemple musiciens ou qui font de la peinture, qui suivent ce type de code culturel sur Instagram et ça fonctionne très bien pour eux. Le fait est qu'en fait ils s'enferment là-dedans. Et qu'on le veuille ou non, si les gens vous suivent pour un contenu qu'ils ont aimé chez vous, si après vous dites ah oui mais en fait moi je fais aussi ça, mais les gens n'aimeront pas. Si les gens vous ont suivi pour quelque chose d'un peu grossier, le jour où vous ferez des choses qui seront plus vous, il y a des chances que vous retournez dans votre désert si vous m'autorisez l'expression. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter d'être vu un peu comme un ovni et créer des choses qui sont étranges, que tout le monde vous dise mais qu'est-ce que c'est que ton truc? Quand moi j'ai commencé YouTube, je veux dire quand ça commençait à marcher YouTube, j'ai commencé à parler avec quelques créateurs, ils disaient mais qu'est-ce que c'est ton truc? Moi je disais bah ouais, je m'en fiche, je fais mon truc et je suis très content aujourd'hui de pouvoir continuer à faire ce que je fais et à tester des choses. Je veux dire la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, bah c'est un test. Franchement, j'ai pris un risque, je me suis dit, bon, on verra bien, je vais tester quelque chose. Donc voilà, acceptez d'être l'ovni, ne suivez pas les façons de faire du monde, trouvez quelque chose qui vous ressemble et excellez là-dedans. N'oubliez jamais que vous êtes artiste et pas influenceur. Je le répète, vous n'êtes pas influenceur, vous êtes des artistes. Ce qui m'amène à mon conseil numéro 6, Internet, et je crois que c'est l'avant-dernier, avant de répondre à toutes les questions super intéressantes que vous avez posées sur Patreon. Internet n'est pas un espace fixe. Je vous le concède, la majorité des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui sur Internet ne vendent pas la partie la plus élégante de nos esprits. Que ce soit le contenu court, la raillerie bruyante et permanente, les montages épileptiques. Je conçois que pour un artiste qui cherche à y construire sa petite tanière, les choses ne sont pas forcément très accueillantes. Moi le premier. Mais vous auriez tort de penser comme ça. Et pourquoi ? Déjà, rien ne vous dit que les choses resteront comme elles sont aujourd'hui. Internet évolue très vite. Regardez ce qu'était Internet il y a 5 ans, regardez aujourd'hui, projeté dans 5 ans. De plus en plus, le contenu classique perd en visibilité. Les gens se lassent de ce qu'ils voient partout et de l'uniformité ambiante. Autour de moi, j'ai des gens qui font ce qu'on pourrait dire de l'entrepreneuriat ou qui sont dans du type de création de contenu plus classique, plus mainstream. Et partout, c'est le même constat. Tout ce qui est état d'esprit, entrepreneuriat, vlog, ce qui occupe 90% de l'espace d'Internet, dans le francophone et aussi dans l'anglophone. Sur Instagram, 90% du contenu, c'est ça. Sur YouTube aussi. Et bien tout ça, en fait, ça se ressemble énormément. Et quand les gens s'habituent à ce type de contenu, ils arrêtent de le consommer, ce qui est normal. Et ben, c'est là qu'il y a une opportunité artistique. Parce que l'artiste, par définition, c'est celui qui diffère. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment au bon moment pour faire des choses différentes, pour se servir de ces outils incroyables et les mettre au service de notre art et de notre tentative de faire quelque chose. Ça va demander du travail, ce ne sera pas facile, je ne vais pas vous mentir, il va falloir accepter de maîtriser et d'exceller dans ces outils. Ça, c'est les choses qu'on ne vous dira pas partout, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne vous dis pas que simplement en restant vous-même et en se concentrant sur ce que vous faites et en continuant, ça va marcher. Il faudra accepter de s'améliorer, de comprendre qu'il faut perfectionner l'art du partage et que ça se travaille et que c'est du temps, mais pour autant, il ne faut pas venir amputer sur votre pratique artistique. Il faut réussir à mêler les deux dans une forme de bel équilibre. C'est ce que j'ai appelé retourner l'arme, ce moment où les artistes cesseront de regarder Internet comme un endroit vulgaire, amoindrissant, et s'approprieront l'estrade. Qui peut dire à quoi ressemblera Internet dans 5 ou 10 ans ? Le monde ne sait pas, et je vous le dis souvent, ce dont il a envie, et ce qui va lui plaire dans les mois et les années qui viennent. C'est là qu'est la place de l'artiste. Retournez l'outil pour en faire quelque chose à votre service. Rendez-vous compte. Et ça, c'est formidable. Il faut vraiment que vous l'ayez en tête, parce que quand on se rend compte de ça, ça fait un espèce de petit déclic. Pour la première fois, vous avez la possibilité, en utilisant ces nouveaux outils, de fédérer une communauté autour de votre art et de construire votre propre public, sans avoir besoin de passer par des salons, des maîtres à penser, des mentors, par des gens qui auraient une certaine autorité dans un domaine. En fait, vous pouvez vous passer des initiés. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est plus dur, et ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que vous pouvez le faire. J'en parle dans le bouquin. Ça veut dire que pour la première fois, vous pouvez être personne avec des grandes guillemets et finir par avoir le monde. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'homme que ce type d'outils existe, qui nous permettent un peu de passer par les souterrains artistiques. Avant, si vous vouliez être écrivain, il fallait forcément publier en maison d'édition, dans des grandes de préférence. Il fallait donc
consentir à une forme de cooptation, ben c'est normal, c'est comme ça, il fallait un peu montrer patte blanche, et pour la première fois, vous pouvez faire autrement. Je dis pas que c'est facile, mais vous pouvez le faire. Et j'arrive donc à mon dernier point, trouver un équilibre entre toutes ces choses. Internet exige beaucoup et beaucoup trop de vous, plus que ce que vous pourrez jamais lui donner. Et ça, c'est évident et c'est normal. Je reviens sur l'exigence algorithmique, mais les plateformes ont besoin de contenu pour faire tourner leur modèle économique. Donc c'est assez logique qu'elles récompensent les plus productifs. Et vous, vous serez jamais les plus productifs en fait. Vous n'êtes pas un productif, vous êtes un artiste. Votre bien le plus précieux, c'est votre chimie interne, sa tranquillité et ses sécrétions capricieuses. Vous n'êtes pas là pour publier tous les jours. Alors un conseil, n'essayez pas de jouer le jeu des créateurs de contenu, la course des influenceurs, parce que vous allez perdre. C'est évident, vous serez jamais au niveau de ces gens. Vous faites pas la même chose qu'eux. Alors, vous serez jamais au niveau sur leur transparence, sur leur régularité, sur leur optimisation. Votre force, elle est ailleurs. Soyez tellement bon que vous êtes demandé. Développez votre propre marque de fabrique. Prenez le temps d'apprendre à être vrai dans ce que vous faites. Sur Internet, personne n'est vrai. Absolument personne. Mais vous n'avez même pas idée à quel point. Vraiment, vous imaginez pas. Donc, si vous arrivez à être à 50% de votre jauge de vrai, ne serait-ce que 50%, hein, je vous dis pas d'être 100%, c'est très difficile, c'est un travail d'une vie, mais si vous arrivez à 50%, et si vous créez avec cette énergie, en fait, il va se passer des trucs de fou. Il va se passer des trucs de fou, parce que vous ne serez pas en train de lire les petits manuels de comment est-ce qu'on optimise, vous serez juste humain en fait. Et vous allez vous rendre compte que les humains, humain parler humain, humain recevoir humain. Et hop, ça fonctionne, c'est magique. Vous allez voir, c'est formidable. Donc, n'entrez pas dans la course, mais latéralisez-vous. Vous êtes des vaches violettes, ne jouez pas aux vaches classiques, ça ne sert à rien. Assumez vos aspérités jusqu'au bout. Votre obsession doit être: comment vais-je faire pour créer du contenu aussi régulièrement que possible, aussi sincèrement que possible, en m'améliorant à chaque itération, et surtout, en faisant en sorte que cette partie de moi soit belle et enviable. Et je termine là-dessus, quelques phrases, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, que j'ai compris et qui compte beaucoup pour moi. Il faut que votre image numérique vous grandisse. Parce que créer sur Internet, c'est une chose, mais si créer sur Internet pour vous, quand par exemple vous êtes au dîner de famille pour les fêtes de fin d'année, et qu'on vous dit mais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, et que vous dites je crée sur Internet, ou je fais X ou Y, ou je partage mon art, et qu'en fait il y a au fond de vous quelque chose qui, une espèce de petite boule d'angoisse qui monte, et vous vous dites ouais mais je vais pas trop en parler, ou je vais pas trop... ou quand vous croisez quelqu'un qui vous connaît par Internet, vous avez cet a priori de qu'est-ce qu'il va penser de moi, et c'est que vous faites fausse route. Il faut qu'Internet et votre présence numérique vous grandissent. Il faut que ce soit une partie presque meilleure que vous dans la vie de tous les jours. Ça, c'est que la plupart des créateurs de contenu sont moins bons sur Internet que ce qu'ils sont en vrai. Quand on les rencontre, on est agréablement surpris de voir que les choses qu'on projetait à leur rencontre, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faudrait presque que ce soit l'inverse. Vous devez avoir une exigence vis-à-vis de vous sur Internet parce que le monde est à votre fenêtre, possiblement, et que le jour où ça va marcher, vous n'avez pas envie de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai partagé ? Voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer au guignol de l'attention pour que les choses marchent. Si vous êtes mal à l'aise d'une certaine manière avec vos créations sur Internet, c'est que peut-être que votre alignement n'est pas bon. Voilà, pour la partie, on va dire scriptée, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'il y aura eu quelque chose. On va passer aux questions, bien sûr, parce que il y en a un certain nombre, et certaines qui vont pas être très aisées pour moi, mais je vais y répondre avec le plus d'honnêteté possible. J'espère que ça vous a plu, pour cette petite partie un peu scriptée. Si vous voulez prendre la parole au fur et à mesure des questions, n'hésitez pas. Je lis un peu les commentaires que vous avez mis dans le chat. Être devant un écran, alors je fais le tri. Et oui, en fait, c'est ça. Les gens sur les réseaux sociaux deviennent de plus en plus sélectifs. Et c'est normal, parce que quand je dis sélectif, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus aussi rapides dans leur consommation. Donc il faut être capable d'être différent. Et être différent, la plupart du temps, ça veut juste dire être un peu plus humain que les autres. Je dois partir un peu tôt cette fois, je regarderai la rediffusion. Bonne soirée à vous, bonne soirée Valentin. Ne pas choisir un costume qui ne nous sied pas. Exactement. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais répondre aux questions parce qu'il y en a pas mal. Alors, sur Patreon, si vous en avez qui viennent, je vais y répondre évidemment. Alors, une première question sur Patreon que je trouvais jolie, il y a une dizaine de commentaires, donc je vais les prendre dans l'ordre. Il y a Kevin qui demandait: comment est-ce que tu sélectionnes tes idées ? Alors, vu qu'il y a beaucoup de questions, je ne vais pas répondre à toutes les questions, je vais me concentrer seulement sur les questions qui sont vraiment sur la création de contenu. Pour la sélection des idées, il y a la conférence sur la créativité, je crois que j'y réponds très largement. Est-ce que tu as la possibilité d'automatiser les processus les plus chronophages de ton travail, et si oui, comment ? Alors, j'ai la possibilité de le faire, le fait est que je ne le fais pas. Mon processus de création sur YouTube est
chronophage au possible, parce que je pense que c'est un gage de qualité. Pour rien vous cacher, par exemple cet après-midi, et l'après-midi d'hier, et celle d'avant-hier aussi, j'ai passé mon après-midi à écouter des musiques sur YouTube, non copyrightées, pour trouver celle qui ira bien dans le segment de la vidéo que je suis en train de préparer pendant 2 semaines. Et ça, je pourrais optimiser, oui, je pourrais trouver quelqu'un qui ferait ça pour moi. Vous savez, dès que vous commencez à créer sur Internet, il y a des gens qui veulent prendre la main sur ce que vous faites. Beaucoup de gens, par exemple, disent: «Oui, t'inquiète, je vais monter tes vidéos, je peux le faire, donne-moi tant et puis je te le fais et tout». Moi j'ai fait le choix de garder tout ça maison, et c'est ce qui fait, je pense, que tout YouTube, enfin j'espère que mon YouTube garde une forme d'artisanat, parce que j'ai pas pour vocation de tout lisser en fait. Je pense que lisser les aspérités de ce que vous faites en automatisant les tâches, bah c'est pas forcément tout le temps une bonne chose. Est-ce que tu as suivi des formations pour apprendre à gérer les réseaux sociaux correctement? Et si oui, lesquelles recommanderais-tu? Aucune, mon ami, aucune. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je continue d'en faire, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Allez pas vous enfermer dans des formations sur comment on fait. La plupart des gens, je vais vous dire un secret de polichinelle, hein, mais il faut que ça sorte parce que ici on est entre nous. Les gens qui vous vendent des formations sur comment grandir sur les réseaux sociaux, si vraiment ils savaient faire, ils n'auraient pas besoin de vous vendre des formations. C'est toujours la même chose. Je veux dire, ça paraît tellement évident quand on le dit, mais il n'y a pas de secret en fait là-dessus, hein. Même les grands créateurs de contenu, je côtoie des gens qui ont, je sais pas, des chiffres qui sont un peu déconnants, plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, mais ils savent pas comment ils ont fait. La vérité, c'est qu'ils en savent rien. Ils ont publié des trucs et ça a marché, ils en savent rien. Et vous pouvez leur poser des questions, ils vont trouver des réponses. Mais le fait est que c'est comme moi, ce que je vous ai dit ce soir, j'avais aucune idée de tout ça avant de commencer. J'en savais rien, moi. J'ai testé des trucs et ça a marché. J'ai fait sur Instagram, par exemple, je me suis assis par terre, j'ai pris un micro, j'ai dit faut relire Le Petit Prince, et j'ai été vu par 2,5 millions de gens. Qu'est-ce que j'en savais? Absolument rien. Absolument rien. J'ai pas suivi de formation. Je sais allumer un micro et lire et parler, quoi. C'est des trucs que vous savez tous faire, hein, au final. Donc non, il n'y a pas de... Ne gardez votre argent. Achetez un bon micro. Si vraiment vous devez investir sur la création de contenu, achetez des trucs qui sont utiles. Un bon micro, un Shure. Acheter ça, c'est un peu plus d'une centaine d'euros, mais c'est vraiment incroyable. Avec ça, le dolmen, j'utilise que ça. J'utilise que ça. Et c'est mon petit bébé. Je veux dire, vous avez besoin d'une centaine d'euros. Ce qui est bien en dessous, en vrai, du prix qu'ils vont vous faire payer la plupart du temps pour des formations miracles sur comment lancer une chaîne YouTube ou que sais-je. Vous avez tout gratuit sur Internet. Donc vous n'avez pas besoin de vous former. Créez des choses, passez le temps que vous auriez passé à vous former, à créer, et vous verrez, vous me remercierez 1000 fois. Quelle méthodologie as-tu utilisée pour la rédaction de ton livre? Alors c'est un peu en dehors de la création de contenu, je réserve une soirée qui sera dédiée à ce bouquin. Je veux pas vous spoil, hein, mais il n'est pas impossible que j'ai une épreuve juste à côté de moi là. Vous l'avez même pas parce qu'elle n'est pas dans le cadre, mais c'est pas impossible que j'ai une épreuve à côté. Donc on fera une soirée, si vous voulez, on parlera écriture, rédaction, publication, tout ça. Quelles sont les applications, outils que tu utilises pour la création de tes publications? Alors sur Instagram, moi j'ai la suite Adobe que je maîtrise pas, j'utilise juste Premiere Pro pour le montage, mais tous les autres logiciels de montage du monde fonctionnent là-dessus. J'ai rien d'original, hein, j'ai pas de secret là-dessus. Premiere Pro, After Effects, voilà. Audacity, logiciel libre de droit pour le son avec ça. Ensuite, vous utilisez Auphonic, qui est un logiciel gratuit encore une fois de traitement du son, et vous avez un son crystal clear incroyable sans avoir besoin de payer des ingénieurs du son, sans avoir besoin de vous prendre la tête. Voilà. L'effet vintage sur les publications Instagram, beaucoup m'ont demandé, c'est juste un petit filtre que j'applique. Vous en trouvez sur YouTube, vous tapez Kodak pellicule effect et vous le mettez par-dessus, ça prend 4 secondes. Je vois vos questions dans le chat, hein. Je finis juste les questions de Kevin puis j'y réponds, il en reste 2. Quel équipement utilises-tu? Caméra, objectif? Alors je l'ai pas là, mais j'ai une Panasonic G86 ou G89, pour vous dire, je suis vraiment pas expert, avec un objectif 12-60 qui est l'entrée de gamme de la caméra toute fonction chez Panasonic. Si vous devez acheter une caméra que vous y connaissez rien, moi je sais qu'elle me va très bien. À côté, je fais pas mal de retouches couleurs et ça fait très très bien le travail. Voilà. Et quels sont les comptes, les personnes qui t'inspirent le plus? Super question. Alors sur YouTube, je pense que ça se voit, beaucoup de gens me font la réflexion. Bien sûr que Alt236 est une de mes références, j'adore ce gars. Je trouve que c'est un des premiers à avoir fait, à m'avoir beaucoup inspiré, à m'avoir apporté énormément, à m'avoir prouvé qu'on pouvait le faire en fait. Et sinon... c'est un des seuls dont je consomme vraiment les contenus plus que de raison. Sinon, j'aurais pas vraiment de grands inspirateurs à vous donner. Merci pour tes idées. Que penses-tu de
l'idée de la niche dans la création de contenu? Est-ce qu'on est obligé de se résumer à un domaine, à une question? Te poses-tu la question de ce que tu peux partager, de ce qui sort de ton domaine, de ton public? Jamais, absolument jamais. Là-dessus, je vais citer quelqu'un, dont vous n'êtes pas habitué que je cite des anglo-saxons, mais c'est une phrase qui m'avait fait tilt il y a quelques mois. Un anglo-saxon, je crois que c'est Danko, il me semble, qui dit, en français, ça donne la niche, ça n'existe pas quand tu crées quelque chose qui est de l'art ou de la création de contenu. Autrement dit, si demain j'ai l'idée de faire une vidéo qui sort un peu de ce que j'ai fait jusqu'ici, je la ferai. Il y a des chances que ça fonctionne moins bien, si peut-être, ou on n'en sait rien. Mais le fait est qu'en fait, la niche, c'est vous. Je veux dire, la niche, pour ceux qui ne sont pas familiers du mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce qui fait la particularité de votre contenu, de ce que vous créez, c'est pas votre thème. Ça, c'est pas vrai. C'est la manière dont vous les traitez. Si demain je fais par exemple, cas pratique, dans quelques semaines, il y a une vidéo qui va sortir sur l'amour, qui est une lettre que j'ai écrite, qui va certainement s'appeler Quand l'amour meurt, qui est une lettre imaginaire que j'ai écrit pour un ami qui viendrait de perdre un amour, qui est un format que j'ai jamais fait. Il y a des chances que ça plaise pas. Il y a des chances que les gens me disent mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tu parles de philosophie et maintenant tu viens nous parler de lettres d'amour. Mais on s'en fiche en vrai, on s'en fout. Moi, je sais que j'ai pris un plaisir monstre à écrire ça. Je sais que ça fait résonner quelque chose en moi. Je sais qu'il y a des gens qui auront peut-être besoin d'entendre ça et ça suffit. Et oui, à côté, je pourrais vous faire des vidéos sur Marc Aurèle, Spinoza et Tutti Quanti. Il n'y a pas de problème. Je le ferai. Mais le fait est qu'en fait, il faut pas que vous vous reteniez en vous posant mais oh là là, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Est-ce que c'est dans ma ligne de contenu, etc. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Faites juste ce qui vous passe par la tête. Faites-le bien et avec passion. Et même si ça doit sortir de votre pseudo-niche, vous n'êtes pas des commerciaux, vous n'êtes pas là pour vendre un produit. La niche, à la base, c'est comme comment ça s'appelle, une notion commerciale. Si effectivement vous faites de la création de contenu pour vendre un produit précis à des gens précis, bah oui, oui. Mais si votre but c'est de créer une audience, de créer du contenu, que les gens se retrouvent dans ce que vous faites, que les gens affectionnent vos créations, bah non, on s'en fout. À mon avis, du moins. À mon avis. Mon blocage personnel, c'est que j'ai peur que mon art n'atteigne pas le public que je voudrais qu'il touche. Et bah ça, bienvenue au club. Le fait est que, au début, ça ne touchera pas le public. C'est-à-dire que votre art, vous allez le faire, peu importe la forme que c'est, et vous aurez aucun écho. Et c'est normal. C'est normal. Moi, je vous dis juste que si vous vous obstinez un peu et si ça vous passionne et que vous faites 30, 40 fois la même chose, en étant un peu meilleur à chaque fois, comme je vous disais, bah, c'est pas impossible. Je peux pas vous signer noir sur blanc que ça va produire, mais c'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se passent. C'est pas impossible, ça marche pas pour tout le monde. Ça pourrait pas marcher pour tout le monde, mais la seule manière de faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté, bah, c'est d'appliquer, je pense que je vous ai résumé ce soir. Il n'y a pas de formule magique. Pour trouver votre tribu, puisque c'est la formule que j'aime bien, bah, il faut que vous soyez le plus vous-même en fait. Et que vous testiez des choses. Il y a une forme de prise de risque. Alors, tac, choisir faire de l'art, c'est complètement irrationnel à la base. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est normal de ressentir parfois de la haine envers son art, de se donner tellement qu'on rentre en guerre contre lui? C'est mon état sur la fin de ma première vidéo. Alors, super intéressant, Mathis. C'est super intéressant. Je pense qu'au début, oui, c'est assez normal. Moi, les premières fois, en fait, tu as beaucoup de friction au début quand tu commences la création de vidéos, par exemple. Sur YouTube, mes premières vidéos me prenaient un temps astronomique et à la fin, j'étais jamais vraiment satisfait du rendu. Je veux dire, j'aimais bien, mais j'étais pas... Mais ça, en fait, il faut être capable de publier des choses qui ne sont pas parfaites. Je crois que j'en parle dans la formation à un moment, mais ça, c'est le plus dur, en vrai. Quand on est artiste, peu importe qu'on partage sur Internet ou pas, il y a ce moment où il faut accepter le fait que ce soit pas parfait. Et c'est pas grave. Et là-dessus, moi, j'ai un seul conseil que j'ai trouvé au fur et à mesure du temps qui fonctionne bien, c'est que par exemple, j'arrive à la fin d'une vidéo, je suis pas satisfait, bah plutôt que passer 10 heures sur celle-là à aller chercher la loi de Pareto, vous connaissez les 5% qui pourraient potentiellement la rendre parfaite, alors qu'en vérité, personne ne va voir la différence sauf vous, malheureusement, et bah je mets l'énergie, on va dire encore excédentaire et retenue dans une autre création. Je me dis, ok, tu veux jouer, on va jouer. Ça, c'est le truc qui a fait que sur le long terme, les choses marchent bien. Comme en écriture, quand vous êtes insatisfait par rapport à ce que vous venez de créer, tournez la page, passez à autre chose, lancez-vous dans autre chose, plutôt que passer des heures inutilement sur quelque chose. Vous savez, ça va être un peu dur ce que je vais vous dire. Il faut accepter de faire des choses moyennes. Et une chose moyenne, on a beau y passer 50 heures, bah, ça ne devient pas incroyable. Moi, il y a des vidéos que j'ai faites, ce ne sont pas mes meilleures, et ben
J'aurais aimé que ça se passe autrement. Il y a des vidéos que j'ai fait, je sais pas, ou des textes, des pages que j'ai écrits, des chapitres entiers du bouquin qui est à côté, que j'ai complètement enlevé parce qu'elles étaient pas incroyables. Mais là où j'ai gagné beaucoup de temps, c'est que je me suis dit: «Bah non, mais en fait, tu feras pas de l'or avec du cuivre, même si tu y passes des heures, donc passe à autre chose». Et aussi être doux un peu avec soi de temps en temps. Quand on commence, tu me parles de ta première vidéo, si c'est celle dont on parle, elle est vraiment pas mal. Et je pense que il faut être capable d'être un peu objectif avec soi. Et vous serez pas bon au début, vous serez pas bon, c'est normal. Il y a aucun problème avec ça. Pour s'améliorer dans l'art du partage, faut-il être uniquement le plus authentique possible, car pratique artistique mêlée avec passion applique à l'huile d'engrenage. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, mais il faut que votre authenticité soit aussi un peu conquérante. Faut que vous disiez, ok, le monde fait ça, je vais faire un peu mieux. Il faut qu'il y ait un peu d'énergie de la revanche. Il faut qu'il y ait une énergie un peu libidinale là-dedans. Je veux dire, si je prends l'exemple de comment ça s'est passé pour moi sur Instagram, qui est un peu différent, bah, je vous disais à un moment, oui, il y a ce truc de dire il fait beau dehors, mais je vais prendre ma caméra, puis je vais raconter des trucs, je vais lire des pages tout seul avec mon micro assis par terre dans mon appart. Oui, ça ferait pas rêver tout le monde. Quand on le fait, bah, on a une petite voix qui nous dit bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est pas grave. Au fond, on y trouve du plaisir, c'est marrant, puis voilà. Alors, je vais reprendre un peu les questions Patreon. Il y en a une qui est intéressante, c'est Laureline qui demande je me demandais à qui faire confiance. Doit-on faire des avances des frais dans le monde de l'édition? Existe-t-il des plateformes de mise en relation payantes et la bêta lecture et tout ça, tout ça? Alors, c'est intéressant. Je réponds en une seconde parce que c'est un peu en dehors du thème de ce soir. Les maisons à compte d'auteur, c'est non. Voilà. Ne faites pas ça. Petit message bannir, ne faites pas ça par pitié. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu des plumes. Autant publier en auto-édition. Une maison d'édition, on en parlera pendant la soirée sur l'écriture, mais si vous avez quelque chose dont vous êtes fier, il y a deux options. Soit vous le publiez tout seul, soit vous trouvez une maison d'édition qui comprend ce que vous faites, qui apprécie votre travail et vous publiez chez eux, pardon, mais ne faites pas d'avance de frais, évidemment que non. Bonsoir, comment naît l'inspiration? Est-elle issue de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, des lectures, des œuvres d'art ou autres? Peux-tu nous décrire ton processus créatif? Tout ça, j'y réponds largement dans la conférence sur la créativité, donc je vous renvoie encore une fois vers là-bas, parce que je pense que ce sera le plus... Ensuite, alors Aurélie, tu m'avais posé beaucoup de questions, oui, tu es là. Je crois que j'ai répondu à la plupart, mais s'il y en a d'autres, mais je crois que j'ai répondu à la plupart de tes questions durant l'intervention. Alors, on a Atypique qui nous demande pourquoi y a-t-il aussi peu de musique classique, très intéressant, dans tes vidéos sur YouTube? Peut-on modifier l'audio soi-même sans avoir de problème avec les droits d'auteur, et comment ça se passe avec les droits d'auteur? Super important. Alors, pour la musique, puisque ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous, c'est assez précis. Vous avez sur YouTube énormément de ressources non copyrightées. Il faut juste savoir fouiller. Si vous avez aucune idée de par où partir et vous voulez des musiques d'ambiance chouettes, bah, je suis désolé, mais allez voir dans la description de mes vidéos, toutes les sources y sont, vous trouverez les chaînes. Vous pouvez prendre ça sans aucun problème. Pensez juste bien à les créditer en description quand vous utilisez les musiques. Il y a Somnium Music, Cog, tout ça, c'est des super chaînes avec des musiques d'ambiance fabuleuses. Il y en a plein d'autres que je connais pas. Donc, faut fouiller. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Et alors, pourquoi est-ce que je mets très peu de musique classique dans mes créations? Eh bien, tout simplement parce que la plupart du temps, ce sont des musiques que je considère comme n'étant pas des musiques d'ambiance, et que les musiques d'ambiance sont différentes de la musique classique. Il faut savoir qu'il y a une omerta sur la musique classique qui fait que quand elles ont plus d'un certain nombre d'années, je crois que c'est près de 70 ans, elles entrent dans le domaine public. À vérifier tout ce que je dis, je ne suis pas expert. Mais le fait est que la plupart du temps, elles sont quand même interprétées par des orchestres, et eux ont des droits d'auteur. Donc bref, c'est un peu un casse-tête. Donc je fais doucement avec ce genre de choses. Voilà. Tac. Ah voilà, super intéressant. Est-ce que tu utilises ChatGPT? Et je crois que vous m'avez plusieurs fois posé cette question. Alors, est-ce que j'utilise ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle au sens large? Alors, j'utilise ChatGPT dans un seul cas de figure, qui est dans le fait de relire, enfin plutôt de corriger uniquement l'orthographe de certains textes qui ont une visée publique. Parce que simplement, des fois, j'oublie, je suis humain comme vous tous, hein, j'oublie un S. Donc, j'envoie à ChatGPT qui me corrige simplement l'orthographe, tac. Il voit les petits trucs que j'aurais peut-être pas vus. Mais à part ça, non, de toute façon, il faut être lucide. Hein, mais je pense que là-dessus, j'ai même pas besoin de le dire. Mais si vous comptez créer du contenu avec ChatGPT, bon courage en fait. Bon courage, parce qu'en fait, ça va pas bien se passer. Voilà. Je devrais vous faire la blague un jour de faire comme une vidéo écrite par ChatGPT et la lire avec le ton du dolmen et voir combien capterait, mais je pense que ça irait vite.
J'ai remarqué que ce qui aide à augmenter son audience, si c'est d'autres créateurs avec plus d'audience partagent notre art. Alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le partage, notamment sur Instagram, peut bien fonctionner, mais encore une fois, je pense que c'est pas l'alpha et l'oméga. Je pense que faire franchement, je vais être un peu vulgaire, mais pondre beaucoup, souvent, en s'améliorant à chaque fois, ça reste à mon avis la seule manière d'aller chercher les gens qui vous ressemblent, hein. Là-dessus, c'est parce qu'en fait, quand vous faites partager par des créateurs qui sont plus grands que vous allez prendre un certain nombre d'abonnés, c'est vrai, vous serez content sur le moment, vous direz: «Yes, trop bien, j'ai pris, 100, 200 abonnés». Mais en fait, c'est pas des gens qui vous auront trouvé de manière organique. C'est pas des gens qui vous auront découvert par la magie de l'attention. Pas complètement, en fait. Par exemple, c'est pour ça que sur YouTube, moi, je crois pas du tout à la collaboration. Si je le fais, c'est parce que j'ai un coup de cœur avec la personne, avec son art, et pas du tout pour augmenter mon audience. Parce que les audiences, c'est des tribus très singulières. Ce qui fait que vous êtes là ce soir, c'est que ce que je crée, d'une certaine manière, pour une raison que j'ignore, ça vous parle à vous. Mais le fait est que si je partage avec, et je le vois bien quand je fais des podcasts, c'est pas parce que moi j'apprécie quelqu'un que je vous le présente que vous allez l'apprécier. Pas du tout, la plupart du temps, en vrai, ça marche pas. Donc, tout ça, c'est une alchimie très compliquée, sur laquelle nous, on a nos grosses pinces d'humains et on pense que si je fais une vidéo avec machin, qui a une audience pas trop loin de moi, ça va bien marcher. Ben non, en vérité, ça marche pas. Alors, Kafka, par exemple, a énormément brûlé ses écrits et a demandé dans son testament que ses proches brûlent ce qui n'a pas été publié. Entre l'amour et la haine dans son art, il n'y a qu'un pas, évidemment. Voilà donc pour ChatGPT. Comment utilises-tu les réseaux sociaux? Ça, je pense que j'y ai répondu. Alors ça, c'est très intéressant et on pourra peut-être terminer là-dessus. Comment faire de surcroît quand le format court et rapide des réseaux sociaux ne correspond pas du tout au rythme plus posé et moins catchy de notre art? Et c'est Sacha qui me demande ça. Et si je ne dis pas de problème, de bêtises, Sacha qui est dans l'art de scène. Alors, ça c'est super intéressant. Sur Instagram, vous avez effectivement énormément de contenus qui font la part belle à des choses qui ne sont pas applicables dans votre art à vous. Par exemple, qu'on le veuille ou non, si vous êtes dans l'art de scène, si vous êtes dans... vous faites des petits films ou ce genre de choses, c'est compliqué d'adapter. Mais compliqué ne veut pas dire impossible. Déjà, commencez par vous créer une bulle cognitive qui fait des choses que vous aspireriez à faire. Là-dessus, reconfigurez la chose dans laquelle vous baignez. Si vous scrollez sur Instagram, je ne sais pas combien d'entre vous le font quotidiennement, j'imagine un certain nombre. Moi, le premier, ça m'arrive de le faire beaucoup trop de temps, enfin, c'est évident. Mais en fait, la seule chose que j'ai trouvée pour me déculpabiliser de le faire et de trouver une forme de praticité là-dedans, c'est de me forcer à regarder des choses que j'apprécie dans la mesure du possible et me dire ça, il y a quelque chose de bien. Et je vois beaucoup, et quand on se force à avoir cette hygiène d'un peu, on va dire, hygiéniser ce qu'on regarde, mais en fait on se met à y trouver une forme d'inspiration. Et pour revenir sur la question de Sacha, oui, bien sûr que quand on fait de l'art de scène, c'est possible. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui le font bien. Peu importe votre médium, je vous assure que sur la toile numérique, il y a des gens qui arrivent à faire passer des choses assez semblables à ce que vous faites, à le faire bien et sans se corrompre. Donc allez chercher chez gens, ils existent quelque part. Si vous avez besoin, inspirez-vous-en, si ça vous porte. Sinon, faites à votre sauce. Mais au moins, en fait, pourquoi c'est important? Parce que au moins, ils vous assureront du fait que c'est possible. Je vous dis pas de faire comme eux, mais ils vous montreront que c'est faisable. Et ça, déjà, c'est formidable. Par exemple, de plus en plus sur Instagram, on voit arriver des choses qui sont très différentes, qui sont beaucoup plus lentes, beaucoup plus contemplatives. Donc à mon avis, c'est ce qui va se démocratiser dans les mois, les années qui viennent. Donc il y a tout à fait la possibilité de le faire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Est-ce que peut-être que certains ou certaines veulent prendre la parole? Dans ce cas-là, j'ai mon casque à côté, et si la technique me lâche pas, on peut en discuter 2 minutes. Vous avez le petit bouton pour prendre la parole si certains veulent venir en vocal. Sinon, écoutez, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas, on peut encore prendre 5 petites minutes. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'on va faire au cercle le week-end prochain? On replongera dans la philosophie. On va parler notamment du concept de l'ombre, on va parler d'Hermann Hesse, de Demian, on va parler de Jung, de Maria Rilke, le poète. Ça va être passionnant. Je vais vous emmener un peu à la découverte de vos propres démons. J'espère que vous serez là, ça va être vraiment passionnant. Ça va être une conférence, on va manier plein de choses. Je sais que vous êtes beaucoup en plus en ce moment à lire Hermann, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous parler. Voilà. Si vous avez une question qui sort en dernier instant, mais j'espère que je vous aurai donné au moins un peu de courage pour naviguer sur ces mers numériques pas toujours faciles. Je sais que c'est pas facile. Peux-tu la mise en place de ton Patreon et du Discord? Ouais, pas de problème, carrément.
Alors ça, c'est très simple, hein. Sur Patreon, vous avez, pour ceux que ça intéresserait, vous avez une option en fait pour lier un serveur Discord. C'est vraiment, un enfant de 5 ans pourrait le faire. J'ai aucune compétence là-dedans, c'est directement implémenté, dans Patreon. Aujourd'hui, les outils sont d'une simplicité, voilà, je pourrais pas vraiment vous en dire plus, mais quand vous créez un serveur Patreon, tout est déjà là. Voilà. J'espère que j'aurais pu répondre à vos questions, vous donner un peu de courage, comme je vous disais. Le programme pour février va être vraiment sympa. Pour ceux qui sont là encore, je vous le dis, petite info, on va dire insider, mais on va parler d'amour, puisqu'on a vu des petites discussions vocales officieuses où vous m'aviez dit que vous aimeriez bien qu'on parle d'amour, donc on va parler d'amour. On va parler de philosophie amoureuse, ça va être super intéressant. De super lectures à vous conseiller là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que votre début d'année commence bien. Et écoutez, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des petits retours sur la conférence de ce soir, s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous avez des idées. J'aimerais bien aussi qu'on puisse, dans les semaines qui viennent, même peut-être la semaine prochaine, avoir des conversations non officielles, sans thème. Je sais qu'on le fait de temps en temps. On se retrouve simplement en vocal pour discuter. C'est moins professoral que le type de truc qu'on fait maintenant. Et je pense que c'est intéressant. Je sais que vous êtes pas mal à aimer ça, donc je vous proposerai certainement un jour ou une heure, si vous êtes disponible, la semaine prochaine, pour ceux qui seront là, qu'on se fasse un petit vocal officieux pour discuter de plein de petits trucs sympathiques. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, merci d'avoir été là ce soir, merci d'être au cercle pour ce début d'année. J'espère que vos ateliers créatifs se passent bien, on est de plus en plus, vraiment c'est incroyable, je veux dire, moi je pensais pas qu'on atteindrait 200 personnes sur ce cercle. On n'y est pas encore tout à fait, mais tout pointe à croire qu'on le sera bientôt. Ah oui, ok, intéressant. T'as pas parlé des choses basiques, du genre diversifier ses sources de revenus. Évidemment, alors pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de l'aspect purement financier des choses? Déjà parce que je pense que tout le monde vous en parlera, tout le monde parle de ça. Je pense que si vous voulez vraiment en apprendre là-dessus, j'ai pas la prétention en fait d'avoir quelconque, on va dire, expérience particulière là-dessus. Donc je pense que vous serez aussi bien logé chez les autres en fait. J'essaie de vous livrer ce qui m'est propre, ce qui vient de moi, ce que moi je fais peut-être différemment que les autres, mais ce qui concerne les sources de revenus, évidemment, oui, je pense que vous savez déjà tout. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, à la prochaine. Prenez soin de vous.